Bonjour à tous, hein, bienvenue. On laisse encore 2 petites minutes là pour que les uns et les autres, arrivent. On va être plusieurs intervenants de l'ANS aujourd'hui, moi-même, Anne Laurin, Anne Benayoun et Mathieu Slozard. Donc on est tous les 3 responsables de mission à l'Agence du numérique en santé, donc sur l'équipe déploiement MS Santé. Sophie Moreau-Favier, qui intervient pour le programme médico-social, et Yajong Weber qui est responsable d'offres sur la partie annuaire. Comme vous l'a dit Élodie en intro, là pour ceux qui nous ont rejoints, le webinaire étant enregistré sera disponible sur notre site rapidement et vous pouvez poser vos questions via le chat, hein. On a des temps de questions-réponses prévus à différents moments du webinaire. Donc, très rapidement, les missions de l'agence, vous les connaissez, hein, si vous êtes des adeptes notamment des webinaires. Donc, un rôle de régulateur, un rôle d'opérateur et un rôle de promoteur. Lors de ce webinaire, on va avoir deux grands temps. Un temps pour se redire, voilà, qu'est-ce qu'MS Santé, et un temps comment rejoindre l'espace de confiance MS Santé en tant qu'établissement du médico-social. Donc, c'est vraiment un webinaire qu'on a tenté d'orienter pour les acteurs du médico-social et du social. C'est en ce sens aussi que Sophie vous fera une intervention sur, notamment sur la partie programme ESMS. Donc, qu'est-ce qu'MS Santé? MS Santé, comme on aime à le dire, hein, souvent, il n'y a pas une messagerie sécurisée de santé, il y a des messageries sécurisées de santé, hein. Il n'y a pas une MS Santé, mais c'est un espace de confiance MS Santé qui permet de protéger vos échanges de données de santé conformément au cadre légal. Donc, c'est vraiment avec un objectif d'assurer la sécurité des échanges de données personnelles de santé entre professionnels habilités, hein. On va voir plus loin dans le slideware les professionnels habilités et puis justement les nouveaux intervenants qui vont entrer dans cet espace. Favoriser les échanges donc entre toutes les messageries sécurisées, hein, et permettre un gain de temps à travers des échanges de données dématérialisés. Alors, au sein de MS Santé, on a 3 types de boîtes aux lettres. Là, on a essayé de vous mettre un petit peu de façon justement pratique pour tel type de boîte. Voilà un petit peu le cas d'usage. Donc, on a d'abord les boîtes nominatives. Donc, comme son nom l'indique, ce sont des boîtes aux lettres personnelles, accessibles aux professionnels de santé et du social ou du médico-social en l'occurrence, associés au numéro RPPS ou à DELI. Donc là, c'est vraiment un cas d'usage, voilà, boîte personnelle utilisée par un seul professionnel habilité. À la différence de la boîte organisationnelle, qui, elle, va être accessible à plusieurs professionnels sous la responsabilité d'un professionnel habilité ou du responsable de la structure. Donc là, c'est vraiment le cas d'usage des boîtes de services, hein, pouvant être utilisées par plusieurs professionnels d'un même service. Et puis, vous avez la boîte applicative, donc qui là va être destinée à des envois automatisés, hein, à partir de logiciels de la structure. Donc là, par exemple, dans l'exemple qu'on vous indique, par exemple, voilà, l'envoi massif de comptes rendus de biologie médicale. Donc c'est vrai que pour ces 3 types de boîtes aux lettres, c'est là où on pourra en rediscuter lors des questions-réponses. Vous devez bien vous poser la question de vos usages, vraiment de votre cible organisationnelle, pour savoir quel type de boîte aux lettres vous devez mettre en œuvre. Alors, qui peut rejoindre MS Santé, hein? Donc, il y a 2 articles de loi, hein, qui encadrent les échanges de données de santé et les professionnels habilités au sein de l'espace de confiance, hein. C'est les articles 1110-4 et 1110-2. Donc, pour le premier, hein, il fixe les modalités d'échange au sein de l'espace de confiance. Pardon. Donc, l'échange de données de santé a lieu entre des professionnels habilités, hein, on l'a dit. Seules les informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social du patient peuvent être échangées. Donc, par exemple, on ne va pas échanger des données de facturation, hein, ce n'est pas l'objet. Et le patient, très important, doit être informé. Les professionnels habilités donc, à échanger des données de santé à caractère personnel dans le cadre de la prise en charge du patient, ça va être les professionnels de santé, les professionnels à usage de titres et les professionnels du médico-social et du social. Et bien sûr, hein, on vous le met en complément, mais ces 2 articles peuvent être complétés par d'autres textes qui encadreraient le traitement de données de santé.
Alors concrètement, sur notre cible professionnelle du médico-social, lesquels peuvent rejoindre, MS Santé. Donc au niveau des professionnels de santé, là, dans les quelques exemples qu'on voit, médecins, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, chirurgiens-dentistes, infirmières. Les professionnels du médico-social, donc là, on va retrouver les éducateurs, par exemple. Les non professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l'article 113-3 du même code pour la prise en charge d'une personne âgée en perte d'autonomie, par exemple, les mandataires judiciaires. Les non professionnels de santé, membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie, et les non professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie d'accueil mentionnés aux articles suivants, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention. Donc, on va avoir aussi les professionnels à usage de titres, assistants de service social, psychologues, chiropracteurs, psychothérapeutes, psychologues, ostéopathes. Donc ça, c'est vraiment important et encore une fois, hein, le support, vous le retrouverez sur notre site. Voilà, d'avoir toutes ces typologies de professionnels en tête pour voir justement un peu, mettre en perspective, par rapport à vos projets, les possibilités. Et en pratique, voilà, on va toucher, concernant le médico-social et social, par exemple, les pilotes Maya, les gestionnaires de cas, hein, référents de parcours complexes, des équipes médico-sociales APA des conseils départementaux, des responsables de secteur au sein des SAD, des éducateurs spécialisés, auxiliaires de vie et aides-soignants. Donc, on pourra, encore une fois, vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat par rapport à ces professionnels concernés par MS Santé. Alors, MS Santé, comme, je pense maintenant vous l'avez bien en vision, c'est une des priorités du Ségur de la santé. Donc il y a 600 millions d'euros qui sont dédiés à l'accélération du virage numérique dans le secteur médico-social sur 5 ans. Concernant MS Santé, la poursuite du déploiement va vraiment s'articuler autour de 4 axes. Faciliter techniquement l'intégration de MS Santé dans les outils métiers. Donc, il y a un gros travail qui est fait, notamment au sein des référentiels, hein, du référentiel client de messagerie qui va être revu au cours de l'année. Voilà, il y aura une mise en concertation. Il y a tout un travail collaboratif avec les éditeurs à cet effet. Intégrer l'usager à l'espace de confiance. Donc ça, c'est l'arrivée de mon espace santé et de la messagerie usagée, hein. Ça, c'est un enjeu majeur avec des départements pilotes là en juillet prochain et une généralisation en janvier 2022. Étendre l'espace de confiance pour intégrer les professionnels du secteur médico-social, hein, très important là dans notre thématique aujourd'hui pour débloquer plusieurs situations et pouvoir vraiment être complet au niveau du parcours de soins du patient, et augmenter significativement les usages autour des documents principaux suivants, donc le compte rendu de radiologie, les documents de sortie, hein, avec la lettre de liaison, le compte rendu de biologie et les documents du médico-social avec le DLU. Alors, je crois que je passe la parole à Sophie. Bonjour à tous, ravie de voir certaines personnes que je connais ou avec lesquelles j'échange par ailleurs. Donc, pour certains, mon intervention qui est rapide est déjà connue, mais voilà, je vais essayer d'aller assez vite. L'idée, c'était de vous redire effectivement que le MS Santé fait partie des sujets ou des projets phares qui concernent aussi les acteurs du médico-social, et Anne en a parlé notamment dans le début de son intervention en précisant les personnes éligibles à l'utilisation d'une messagerie sécurisée de santé. Pour rappel, on a plusieurs leviers pour faire avancer le numérique dans le secteur médico-social. Ils sont inscrits ici avec, vous le savez, donc le Ségur numérique avec une enveloppe de 600 millions d'euros qui vont être dédiés à la transformation numérique pour le secteur, et notamment donc des fonds
qui concerne directement le programme SMS numérique avec une première phase fonds d'amorçage et puis le Ségur prendra le relais. On a la trajectoire du numérique adaptée au secteur médico-social et puis je voulais faire un petit focus sur les services numériques majeurs pour le secteur. Rapidement, vous redire qu'on a publié en début d'année la trajectoire adaptée aux acteurs du médico-social. Ce document, il a eu pour objectif de décliner la feuille de route du virage numérique, spécialement pour les enjeux, pour reprendre les enjeux spécifiques du secteur médico-social et adapter ainsi les jalons en lien avec la maturité du secteur et ou des projets, puisque certains n'avaient pas été construits, conçus pour le secteur médico-social et il faut qu'ils s'y adaptent. C'est un document qui fait une trentaine de pages et qu'on peut vous encourager à lire ou à transmettre pour les éditeurs à vos clients. C'est important parce que ça montre en fait tous les sujets qui vont faire avancer, qui vont avancer dans le secteur médico-social dans les prochaines années. Avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enjeux spécifiques au secteur. Et évidemment, MS Santé fait partie de ces actions puisque c'est une des actions phares. Justement, donc ces actions phares pour le secteur médico-social, ça c'est un travail sur lequel on échange beaucoup avec les éditeurs du secteur médico-social. Ils sont au nombre de 4. On a, dans un premier temps, on va passer sur la droite, l'identification électronique des usagers avec l'identité nationale de santé. Pour la plupart d'entre vous, c'est connu, c'est comment on sécurise l'identification des usagers et notamment dans le parcours de la donnée de santé. Donc dès 2021, c'est obligatoire depuis le 1er janvier, mais dès 2021, on a commencé à accompagner les principaux éditeurs et les structures médico-sociales pour voir l'impact de cette mesure à la fois sur les systèmes d'information, mais aussi sur les processus organisationnels liés à la prise en charge d'un usager. On a par ailleurs le partage de données de santé, je le fais à l'envers pour que ce soit cohérent dans le propos d'après. Partage de données de santé, donc c'est le DMP. Via le DMP, donc il y aura l'ouverture systématique des DMP à l'ensemble des usagers dès le mois de janvier 2022. Le déploiement du DMP se poursuit dans les EHPAD, mais dès 2021 et on l'espère en 2022, on travaille avec la Caisse nationale d'assurance maladie pour voir quel type de document de nature médico-sociale aurait du sens à venir alimenter de façon structurée le DMP. C'est, comme l'a dit tout à l'heure Anne, là on travaille sur l'échange et la sécurisation des échanges pour les acteurs du médico-social. Si on travaille à l'échange, il n'y a pas de raison de ne pas travailler sur le partage et de permettre aux acteurs du secteur médico-social de partager de la donnée qui a beaucoup de sens pour le parcours et la prise en charge, pour éviter les risques et les ruptures de parcours dans la prise en charge sanitaire d'un usager, par exemple. Le troisième et dernier service très important et qui fait beaucoup de liens avec l'échange de données de santé présenté par Anne concerne l'identification électronique des acteurs de la santé. On a vu tout à l'heure, il y a l'identification électronique des usagers, mais il faut travailler sur l'identification et la sécurisation de l'identité des acteurs de la santé. Concrètement, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les professionnels de santé donc, qui dépendent des ordres disposent d'un numéro RPPS, donc un identifiant qui leur permet ensuite d'accéder à des services numériques.
Ils ont notamment la carte physique qu'ils mettent dans leur lecteur pour faire de la feuille de soins électronique, mais aussi accéder au DMP. L'idée qui se met en place, c'est mettre en place un service, un portail d'enregistrement des acteurs du médico-social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je suis un professionnel du secteur médico-social, de mes activités et de mes fonctions dans un établissement ou dans une structure, j'ai à connaître et j'ai besoin d'échanger ou d'avoir accès à un service numérique. Pour cela, je pourrais faire une demande d'enregistrement dans ce portail, donc me préenregistrer pour demander à être doté de ce numéro et donc de cet identifiant unique et pérenne pour ensuite accéder à des services liés avec cet identifiant. Donc, moi, je me préenregistre en tant que professionnel et la structure qui m'emploie joue le rôle d'autorité d'enregistrement pour ensuite valider mon rôle dans la structure et me doter d'un numéro me permettant d'accéder à des services. Voilà globalement les 4 grandes actions phares pour le secteur médico-social et sur lesquelles on travaille activement avec les éditeurs du secteur pour que ces 4 services puissent venir intégrer l'offre logicielle de ces éditeurs. Mathieu, on te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Mettre la vidéo, ça sera plus agréable. Oui, je vais faire un rapide point sur aujourd'hui l'état d'avancement en termes de chiffres, en termes d'utilisation de MS Santé. Donc, on voit que sur la partie équipement, que ce soit sur la partie notamment sanitaire, sur un sujet sur lequel on travaille maintenant depuis de nombreuses années, on atteint aujourd'hui les seuils de 60-65% sur la plupart des cibles qui sont identifiées, à savoir les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux qui sont accompagnés par l'assurance maladie et sur les laboratoires de biologie médicale. Donc, c'est une extension, ça s'accélère tous les ans, effectivement. Et on a fait un premier état des lieux sur les établissements, donc les EHPAD, où on atteint aujourd'hui 34%. Et on est en train de mettre en place des indicateurs pour suivre encore mieux le déploiement, que ce soit au niveau des EHPAD, mais aussi au niveau du médico-social. C'est aussi au niveau de l'usage qu'il est intéressant d'étudier, c'est que globalement, là, en janvier 2021, on atteignait plus de 5 millions de messages émis rien que pour le mois de janvier. Il faut savoir qu'on a eu un pic à 6 millions au mois de novembre dernier. Donc, chaque année, on se rend compte qu'effectivement, on a environ le double d'usage mensuel qui est réalisé. Donc, c'est plutôt une progression qui est importante et qui montre l'engagement des différents acteurs autour de ce sujet-là et le fait que la messagerie aujourd'hui constitue un recours et un levier pour commencer les usages au niveau numérique dans le sanitaire et le médico-social. Un petit élément sur le détail des émissions. Bien sûr, c'est largement les établissements de santé qui émettent avec les différents comptes rendus, avec des boîtes automatisées, comme on l'a précisé, des boîtes applicatives. On a derrière les professionnels de santé libéraux et autres, alors on met dans la catégorie autres, d'autres plus petits établissements, d'autres acteurs qui sont raccordés à MS Santé. Ça atteint 25% environ. Là aussi, ça augmente également. On a les laboratoires de biologie médicale qui progressent également énormément avec l'accompagnement de l'ANS et la mutualisation qu'on essaye de faire avec le DMP également, avec l'assurance maladie. Et puis enfin, un élément important dans ces conditions de crise sanitaire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le DGS urgent, qui est en fait une boîte nationale qui permet de transmettre à l'ensemble des acteurs disposant d'une boîte MS Santé des informations relatives à la prise en charge sanitaire et notamment dans le cadre de la crise Covid. MS Santé a été un des flux pour transmettre les informations à l'ensemble des professionnels MS Santé. Si on passe à la suite sur comment fonctionne MS Santé, finalement, MS Santé, ce n'est pas une messagerie, c'est un ensemble de messageries
qui sont compatibles entre elles. Donc, il n'y a pas la messagerie il y a une messagerie de l'ANS que nous portons qui s'appelle Mailiz, mais il y a un ensemble d'autres opérateurs qui sont au nombre de 200 aujourd'hui, même plus de 200, qui fournissent des services aux différents professionnels qui désirent disposer et qui sont éligibles évidemment à disposer d'une boîte MS Santé conforme. Ces opérateurs-là, tout simplement, ça peut être des établissements de santé. C'est la majorité, comme historiquement, effectivement, les établissements de santé portaient leur propre service de messagerie. Ils portent aujourd'hui leur propre service de messagerie sécurisée de santé. Mais au-delà de ça, on a également ce qu'on appelle des opérateurs tiers, qui peuvent être des industriels, des régions. L'ANS aussi est un opérateur tiers qui peuvent proposer, sans avoir la nécessité de s'encombrer avec toutes les exigences techniques, logistiques et financières de porter un service de messagerie, peuvent proposer, à l'instar de la messagerie traditionnelle, des boîtes aux différents professionnels éligibles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces opérateurs-là, dans les opérateurs tiers, on peut mentionner également la société Apicem qui porte ApiCrypt V2, qui, au contraire de la première version d'ApiCrypt, la V2 est bien compatible avec l'ensemble des messageries MS Santé. Donc, ces acteurs-là peuvent tous communiquer entre eux. Donc ça, c'est un élément à bien avoir en tête. Peu importe l'opérateur que vous prendrez, vous pourrez bien sûr communiquer avec les autres messageries. Et puis, pour terminer, un autre opérateur qui va arriver de manière assez forte à partir de 2022, on est déjà en train de faire des petits tests, mais c'est les usagers qui seront bientôt intégrés à l'espace de confiance via Mon Espace Santé, qui va disposer d'une messagerie sécurisée permettant à l'usager de recevoir de la documentation de la part donc des comptes rendus, éventuellement des ordonnances aussi, recevoir de la part de leurs professionnels des documents directement dans leur espace santé, historiquement qu'on appelait l'ENS, l'espace numérique de santé. Et donc ça, à partir de janvier 2022. Nous, un point aussi sur la structuration des différentes messageries et surtout des adresses mail, c'est qu'on recommande très fortement que dans ce qu'on appelle le suffixe, le nom de domaine, ce qu'on voit après le arrobase dans les messageries, c'est qu'on recommande d'avoir un suffixe en mssanté.fr. Certaines messageries ne le sont pas encore, mais on va renforcer aussi cette recommandation dans les prochaines semaines et mois pour que finalement, quand on voit une adresse MS Santé, on soit sûr qu'on puisse échanger avec elle et c'est gage aussi de sécurité pour tous ces acteurs-là. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. En fait, avant de rejoindre MS Santé, donc échanger, et plus globalement, échanger des données de santé via messagerie sécurisée de santé, il faut dire que ce n'est pas l'ANS qui définit les règles de tout ça, c'est dans la loi et faut s'appuyer sur un texte de loi pour pouvoir échanger là-dessus. La première bonne question à se poser, c'est effectivement quel est mon usage en fait. Qu'est-ce que je veux réellement échanger entre qui et qui et est-ce que cet usage-là est éligible à l'échange de données de santé via messagerie sécurisée telle que la loi le souligne. Donc, ça peut relier toutes les questions de traitement de données, est-ce qu'on est habilité à échanger des données, etc. Et ça, effectivement, ça peut être les deux textes fondateurs qu'on utilise régulièrement sur MS Santé, mais ça peut être d'autres textes qui valident ce principe-là. Et à partir du moment que cet usage-là est bien éligible à l'échange numérique, si j'ose dire, alors il peut rentrer dans MS Santé. Maintenant, la question, c'est comment on s'équipe finalement. Comment est-ce que moi, je peux rentrer dans l'espace de confiance, etc. La question, c'est de savoir, à partir de ce cas d'usage-là, vous aurez votre liste de professionnels qui vont intégrer ce cas d'usage-là, c'est de dire, est-ce que ces professionnels-là sont bien tous éligibles à échanger? Et quand on dit éligibles, c'est non seulement qu'ils sont bien dans une liste d'acteurs qui sont protégés par la loi et responsabilisés par la loi à l'échange de données de santé, mais également est-ce qu'ils sont enregistrés? Et ça, au niveau de la structure et ou au niveau du professionnel. Donc, est-ce qu'ils ont un identifiant national, tel que l'a décrit Sophie? Alors, historiquement, il y avait le RPPS, le FINES, etc. Et il y a RPPS+ qui arrive justement pour répondre aux besoins d'élargissement de cet enregistrement-là. Donc, bien savoir si on a un professionnel éligible. Ensuite, c'est comment ouvrir une boîte MS Santé. Alors là, c'est
se dire par quel acteur je souhaite passer, quel est mon modèle que je souhaite utiliser aussi. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin que d'une boîte nominative sur laquelle je peux accéder en webmail ou directement depuis mon client de messagerie, comprendre un peu mieux ses besoins en termes d'utilisation de la messagerie. Dans quel contexte? Est-ce que c'est en mobilité, etc. Et à partir de toutes ces questions-là, ce sera plus simple pour vous de pouvoir choisir un opérateur parmi l'ensemble des acteurs qui existent. Il y a aussi toutes les modalités d'authentification, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais effectivement, il y a la question des CPS, ICPS qui arrivent. Effectivement, il faut s'assurer que l'opérateur propose bien l'authentification qui vous convienne le mieux. Je sens que Mélise est très orientée CPS aujourd'hui, donc pour le coup, ça bloque aussi pas mal de choses pour un usage dans le médico-social. Et enfin, la bonne question, c'est qui peut m'accompagner? Ça, je crois qu'on y répond. J'ai un doute sur la slide suivante, mais je crois qu'on a fait un peu les différentes strates de savoir qui peut m'accompagner. Mais c'est vrai que c'est une démarche qui peut être lourde, surtout quand on est un professionnel. Et c'est intéressant de savoir qui, dans l'écosystème, peut répondre à ces différentes questions et suivre le déploiement. Donc, si on passe à la slide suivante. En plus, j'ai anticipé un peu parce que je croyais que je n'avais pas autant de temps. Donc, voilà. Ça permet de refaire une redite sur l'usage parce que c'est extrêmement important, la question qu'on se pose sur l'usage, de savoir détourer cette question d'usage. Parce qu'entendre, c'est la CGS, par exemple, pour reprendre l'exemple, la CGSS qui écrit à un médecin du travail, moi, ça ne me renseigne pas. Ils peuvent très bien s'envoyer des informations de facturation, ils peuvent s'envoyer d'autres informations et je ne pourrais pas vous dire si c'est éligible ou pas. Donc, il y a le qui échange. Quel est le process actuel, effectivement, et le process cible, parce qu'on se rend compte que la messagerie sécurisée de santé, ça peut avoir un impact sur les process et c'est un peu intéressant de l'anticiper. Quelle est la volumétrie, la fréquence aussi? Ça permet de savoir les moyens qui seront nécessaires à mettre en place derrière. Et les documents échangés, est-ce qu'on a des documents? Est-ce que c'est de l'informel? Est-ce que, par exemple, ce serait intéressant d'avoir des documents structurés pour ces échanges-là? Quand on parle de structuration d'échange, c'est des documents qui peuvent être interprétés par le logiciel métier et qui peuvent être intégrés directement dans votre outil au bon endroit, vers le bon patient. C'est comme ça qu'on donne les documents structurés. Et enfin, quels sont les outils actuels? Est-ce que vous utilisez Outlook? Est-ce que vous avez un logiciel métier? Est-ce que vous utilisez un webmail? Est-ce que vous avez un besoin en mobilité, etc. Ça, c'est un peu toutes les questions qui doivent se poser et qui détourent l'usage que vous ferez de la messagerie. Par ailleurs, si vous avez besoin, justement, je voyais plein de questions, on met à disposition, nous, une fiche usage qui va détourer les professionnels engagés, en tout cas, toutes les questions qu'on a listées là, et notamment aussi les questions légales qui vont permettre de défricher le sujet, qui vont nous permettre de vous aider à vous donner une réponse. Allez, et là, je passe, pour les exemples de cas d'usage, je passe la parole à Anne Benayoun. Oui, bonjour à tous. Donc, quelques cas d'usage, même s'il y en a beaucoup qui ont déjà été spécifiés pendant tous les échanges qu'on a eus jusqu'à maintenant. Donc, dans un premier temps, il y a le dossier de liaison d'urgence, le DLU, qui peut être transmis des EHPAD directement vers les établissements de santé. Et donc, ça, dans les deux sens, au niveau et grâce à MS Santé, à la condition qu'en effet, il y ait des messageries de part et d'autre. Et ça, c'est pour tous les cas d'usage que vous avez là. Pour les DIU, pour les dossiers usagers informatisés, en fait, il faut qu'MS Santé soit intégré au DUI, c'est-à-dire que certains industriels aujourd'hui ont la possibilité et font en fait des bascules sur les éléments qu'ils ont à transmettre en format soit PDF et qui peuvent être soit imprimés, soit envoyés directement via MS Santé. Donc ça, on va le retrouver énormément sur les éditeurs qui sont dans les EHPAD. Vous avez également pour les comptes rendus de biologie la possibilité de les envoyer via MS Santé, également dans les structures via les laboratoires et également pour la messagerie. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir des formats qui sont un peu plus avancés avec ce qu'on appelle l'interopérabilité qui permet aux différents outils, que ce soit chez le laboratoire ou dans la structure, de communiquer et de se comprendre. Vous avez également pour les SIAD et les SAD la possibilité d'échanger tous les plans personnalisés de soins, donc pour les dispositifs d'appui également. Et donc, comme vous le voyez après, on a la même chose pour les SAD et pour les échanges de prescriptions également.
Pour vous aider encore mieux sur ce sujet-là, on a construit tout simplement un guide d'éligibilité interactif qui permet en quelques clics, et pour répondre à ces différentes questions, de justement vous positionner par l'espace de confiance. Donc, il est disponible. Alors, il y a le petit QR code qui est en bas à droite qui vous permet d'avoir le lien. Normalement, on a vérifié, il fonctionne. Alors, peut-être que des fois, ça ne marche pas avec toutes les applications. On essaye de le faire au mieux. Mais en tous les cas, il y a le QR code où il y a le lien. On pourra remettre dans le chat si besoin. Et l'idée, c'est effectivement de répondre aux différentes questions qu'on a données. Mon usage entre-t-il dans le cadre légal? Les professionnels concernés sont-ils habilités? Les professionnels et les structures sont-ils identifiés? Donc, ça, c'est ce qu'on a dit aux éléments. Et puis, l'idée, c'est d'aller véritablement sur ensuite, donc on a dit se positionner par rapport à MS Santé, mais surtout adapter son organisation en fonction de cela et choisir les types de boîtes aux lettres qui seront mis en place, parce qu'une boîte nominative n'a pas le même intérêt qu'une boîte organisationnelle ou applicative. Donc voilà, ce petit lien, vous nous direz ce que vous en pensez, mais il est plutôt pratique. Ouais. Non, c'était à Yajong. Je vais lui laisser la parole du coup. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci Mathieu. Alors, je vais vous en parler un petit peu de prérequis, on va dire, pour avoir une PAL MS Santé nominatif. Alors, il faut premièrement que le professionnel soit répertorié dans le référentiel national des professions. Donc, du coup, pour le secteur médico-social, il y a pas mal de professionnels qui ne sont pas encore aujourd'hui enregistrés soit par son ordre, soit par son ARS dans les référentiels RPPS et ADELI. Donc, pour cette population-là, il y a un projet qui s'appelle RPPS+. Voilà, c'est pour enregistrement justement de ces professionnels au même niveau que les professionnels à l'ordre ou ARS. Donc, l'idée, c'est derrière de leur distribuer une identité numérique en santé. Alors, pour résumer un petit peu ce slide en 3 mots, identité numérique en santé égale identité régalienne plus identité sectorielle. Alors, les traits d'identité régaliens, c'est vos états civils. En fait, c'est les noms, prénoms, date de naissance, lieu de naissance. Ce que vous, en fait, quand vous utilisez le France Connect, ce sont voilà, les traits d'identité régaliens qui vous demandent. Le trait d'identité sectorielle, justement, permet d'identifier la profession ou le rôle à jouer dans la structure d'exercice du professionnel. Alors, c'est avec ces traits-là qu'on définit en fait une identité numérique en santé pour un professionnel. De même façon que les professionnels à RPPS et ADELI. Donc, demain, avec l'enregistrement de ces traits d'identité dans le portail RPPS+, les professionnels qui sont dans le secteur médico-social peuvent également avoir en fait un identifiant national qui leur derrière permettent d'avoir une création d'une PAL MS Santé nominatif. Alors ça, c'est un petit peu le principe, on va dire, le principe de modèle de données de RPPS+. Et s'il te plaît, Anne, peut-être tu peux passer à la slide suivante. On va vous parler un petit peu de en fait, l'intérêt, le bénéfice de cet enregistrement. Premièrement, comme je viens de vous expliquer, ça permet d'avoir une identité de référence. Donc, ça évite de faire des créations de multiples identités locales au niveau régional, au niveau territorial, établissement, etc. Parce qu'aujourd'hui, manque de cette identité de référence. Quand on est utilisateur de plusieurs téléservices, on est enregistré plusieurs fois au niveau logiciel. Alors demain, les annuaires régionales, les annuaires d'établissements, les annuaires locaux, tous les annuaires locaux pourraient en fait se référencer à cette identité RPPS
pour l'ensemble de professionnels. Donc, ça simplifie effectivement pour tout le monde, au niveau gestionnaire de IC, au niveau gestionnaire de personnel. Donc, c'est un bénéfice au niveau de l'identité. Alors, deuxième bénéfice, donc ça permet de profiter aussi de e-carte. En fait, avec l'enregistrement de professionnels dans IPPS+, on leur permet d'avoir une ICPS, donc qui est au même niveau de sécurité que la carte CPS aujourd'hui, qui permet aussi d'accéder à nombre de services dans le secteur de la santé. Bon. Le troisième bénéfice qu'on vient de discuter, c'est évidemment pour la MS Santé. Donc, ça permet de créer une balle vraiment nominative basée sur l'identifiant national IPPS. Donc, voilà. Alors, par la suite, je vais vous parler un petit peu de calendrier projet. Je pense que vous avez peut-être déjà constaté, la semaine dernière, il y avait la sortie de l'arrêté autorisant l'expérimentation du APPS+. Donc, à partir du mois d'avril, nous allons faire une première phase d'expérimentation avec quelques sites pilotes, notamment quelques régions qui nous avaient sollicité depuis un an, qu'on avait discuté depuis un an, qu'ils ont un besoin, on avait identifié, ça pourrait matcher avec du coup l'usage de FPPS+. On va en fait faire une petite expérience déjà pour tester tout le process, l'enchaînement des outils, qui nous rend plus confiants pour progressivement donc ouvrir un peu plus sur le terrain. Alors, l'idée, c'est d'ici fin juin, on fait ce petit POC, on va dire, pour prouver vraiment le concept, pour tester les tuyauteries, pour prouver le process, pour aussi avoir un peu de recul au niveau accompagnement, au niveau support, comment on pourrait mettre à disposition des documentations, des organisations pour accompagner par la suite. Alors, pendant l'été, on va du coup se préparer pour la montée en charge de cette déploiement progressif, on va dire, à partir de fin septembre. Alors, du coup, il peut y avoir plus de monde qui vient s'enregistrer. Donc, dans le quatrième trimestre 2021. Et voilà, petit à petit, progressivement, on ouvre plus largement en 2022 par la suite. Donc, on est inscrit dans une logique d'amélioration continue au niveau de l'outil. Donc, il y aura bien sûr des nouvelles versions qui seraient envisagées en fonction de remontée terrain. Et puis, au niveau de process, il y aura peut-être des améliorations dans les semestres, dans les années à venir. Là, en mois d'avril, on ouvre vraiment le premier outil avec le service minimum. Voilà, l'idée, c'est derrière de construire avec le terrain, avec vous, ensemble. Et on apprend en marchant. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des besoins, si vous avez un projet, n'hésitez pas donc de me contacter pour en discuter, donc pour anticiper un petit peu l'accompagnement de vos projets dans les jours, les mois à venir. Très bien. Alors, le titre n'est pas sujet éligible. Hein. Je sais que vous avez adoré que je parle de l'éligibilité, mais là, on bascule sur concrètement qu'est-ce qu'on fait en ce moment. On a, pour information, le médico-social, ça fait un petit moment quand même qu'on y travaille. On a fait des études dans tous les sens. On a fait des études sur les Mayas, on a fait des études sur les EHPAD, sur le domicile, etc. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on se lance
Comment est-ce que réellement on se prépare à ça? Parce que ce qu'on a vu, c'était beaucoup une question d'enregistrement. Donc à ça, on répond avec le portail RPPS+. Mais globalement, MS Santé, en tant que tel, est prêt pour recevoir le médico-social. Pardon, excusez-moi. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'avec les régions qui souhaitaient participer, on a lancé des pilotes de déploiement qui, justement, en collaboration et avec les ARS, les grades et aux besoins en fonction des sujets, l'assurance maladie, on a travaillé sur 5 thématiques qui sont donc les DAC, qui regroupent PTA, Maya, effectivement, les structures d'hébergement. Alors, comme on avait déjà travaillé sur EHPAD et qu'on a déjà lancé un peu des travaux sur les organismes gestionnaires d'EHPAD, on a travaillé sur le sujet de l'hébergement au niveau plutôt du handicap, les structures à domicile, SIAD, SAD, SPASAD, les centres d'action médico-sociaux précoces, centres d'action médico-sociale précoce, pardon, les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les ITEP, et certaines régions n'ont pas été embarquées. On a la Normandie qui travaille sur le sujet médico-social par ailleurs, effectivement. L'idée, c'est que tous ces acteurs-là, on a donné une structure centrale, mais ça travaille avec leurs partenaires. On n'est pas juste à étudier la structure en tant que telle pour voir comment est-ce qu'on l'équipe elle. L'idée, c'est qu'effectivement, un échange, ça se fait à deux. Donc, c'est la structure et ses partenaires. Pour l'objectif qu'on poursuit par rapport à ces différentes thématiques et ces différents pilotes-là, c'est on a besoin de connaître, cela aussi, hein, on est toujours très prudent sur les cas d'usage parce qu'avec toute l'humilité qu'on a, c'est qu'on n'a pas toutes les informations sur ce qui est éligible, sur comment ça fonctionne réellement, les vrais besoins. Donc, on a besoin de connaître un peu plus les échanges d'informations de santé dans le secteur médico-social et social avec le sanitaire. Ce n'est pas l'un contre l'autre ou l'un ou l'autre. C'est coordonné, effectivement. Dans les partenaires étudiés, il y a du sanitaire également. C'est expérimenter les modalités d'enregistrement via RPPS+, ou autres, et construire l'organisation du déploiement au niveau national et au niveau régional. Parce que quand on regarde rien qu'en termes de nombre de structures dans les établissements de santé, on est peut-être à 3300 qu'on a recensé comme telles. Dès qu'on passe sur le sujet ESMS, c'est 10, voire plus que 10 fois ce nombre-là. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes quantités. Donc, notre stratégie de déploiement sanitaire doit évoluer pour qu'on puisse répondre de la manière la plus simple et la plus rapide à ces acteurs-là. Et enfin, c'est initier une démarche de déploiement avec pour objectif une généralisation à partir de juin 2021. Ce qu'on a en tête, c'est on poursuivra ces pilotes de déploiement et on les élargira à d'autres thématiques ou d'autres territoires. Voilà en gros au niveau de ce plan de généralisation. Donc, du coup, on a vu ensemble déjà beaucoup de choses, un peu le cadre réglementaire, les bonnes questions à se poser quand vous initiez votre projet. Et du coup, voilà, comment ouvrir une boîte MS Santé qui peut vous accompagner suivant les différents cas de figure. Donc, pour disposer de boîte MS Santé en tant que professionnel ou de structure du médico-social, vous avez différents relais à votre disposition. D'abord, suivant votre situation, la DSI de votre structure ou de votre groupe. Donc, c'est vrai que là, ça va plutôt concerner des grands groupes, en effet, qui comprennent plusieurs établissements. Donc, votre structure peut devenir opérateur. On a des cas, on accompagne des grands groupes et c'est un cas de figure qui se produit assez souvent. Et proposer du coup une solution de messagerie sécurisée. Un accompagnement est possible. Vous retrouvez là sur le lien qu'on vous indique tout un tas d'informations et puis évidemment, vous pouvez nous contacter. L'éditeur de votre logiciel métier, donc votre éditeur de DUI, est peut-être MS Santé compatible et pourra vous guider dans votre équipement. Donc là, on vous a remis un certain nombre d'éditeurs déjà connus. Les relais régionaux, très importants, donc le grade de votre région. Côté CEPAM pour les EHPAD. Donc, DSI de votre structure éditeur de DUI, pareil en région. Et les relais nationaux, donc nous, évidemment, on reste à votre disposition. Et puis, vous pouvez aussi vous tourner du côté des fédérations du médico-social. Donc, voilà les quelques liens utiles que vous retrouverez sur le support pour aller plus loin, prendre de l'information, donc que ce soit sur, en effet, les offres MS Santé, sur la partie annuaire santé qu'on vous a remis et puis tout ce qui concerne le secteur médico-social, social
Et on est allé voilà, jusqu'au modèle et nomenclature des objets de santé. Donc voilà, là, c'est très, très complet. Vous retrouverez tout ça avec le replay du webinaire. Donc en tout cas, voilà, vraiment, encore une fois, merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Et vous retrouverez très rapidement le webinaire, le support et le replay sur notre site. Merci beaucoup, à bientôt.